Tov, alors Shavua Tov à tous, on commence Baruch Hashem un sujet qui est évidemment très important. Pour la raison suivante, c'est que c'est un des sujets les plus, comment dirais-je, les plus tendancieux, les plus cruciaux dans ce qui va se construire encore une fois dans le couple. Et en réalité, je me permettrais de dire que c'est pas le sujet le plus important. Le sujet le plus important, c'est plus, comme on dit, c'est pas le fait d'avoir une kippa sur la tête, c'est ce qu'il y a sous la kippa. Et en l'occurrence, la réalité, c'est pas seulement d'avoir pour nos épouses un couvre-chef, c'est ce qu'il y a sous ce couvre-chef qui est fondamental. Alors, on va commencer. Vous avez déjà des différentes sources que je vous ai ramenées de maîtres contemporains sur la question du Christ roche, mais je voudrais d'abord voilà, mettre les choses à plat en ce qui concerne l'avis de nos maîtres, en l'occurrence Mori Verabi, le Rav Zini, concernant la question du Christ roche, pour qu'on puisse mettre les choses à plat sur ces différents sujets, d'abord ilchatik, et après on va essayer de voir Bezrat Hashem au niveau Emouni, j'ai envie de dire, au niveau conceptualisation, au niveau de se renforcer, Bezrat Hashem, et quand je dis se renforcer, je parle de se renforcer en tant que couple, eh bien, concernant cette mitzvah si importante du couvre-chef. Et on évoquera évidemment aussi les difficultés en tant que femme dont il faut avoir conscience en tant que mari du fait effectivement de se couvrir la tête. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que quand on se marie, de manière générale, il y a je vous raconte une histoire, une anecdote que j'ai souvent eu l'occasion de raconter pour entrer dans le vif du sujet. Quand je me suis fiancé, donc il y a maintenant quelques jours, eh bien, quand je me suis fiancé, on était avec ma meuf, on était invité chez le Rosh Yeshiva. Et à un moment donné, j'ai posé une question, je parle de ça donc il y a plus de 20 ans, et j'ai posé une question toute simple. Est-ce qu'il est obligatoire pour une femme de se couvrir la tête après la choupa? Et la réponse du Rosh Yeshiva, là encore une fois, c'est une histoire vécue. Donc, c'est pas en cliché ni, c'est en rien du tout, c'est une histoire vécue. Et le Rav m'a répondu, je répondrai à cette question quand la Kala demandera. À ce moment-là, mon épouse prend la parole, le Rav, à Kala Shoelet. Et le Rav lui a dit, tu viendras me voir dans mon bureau, on en discutera, je t'expliquerai, etc., etc. Pourquoi le Rav a répondu avec une telle prudence sur cette question-là? D'abord, il faut savoir qu'effectivement, d'un point de vue ilchatique, à partir du moment où il y a eu la choupa, la femme devenant une épouse, elle est échetiche, même si effectivement il n'y a pas forcément, évidemment, eu encore d'unité, d'intimité entre ce jeune couple. Par conséquent, il y a lieu de légitimer le fait que, eh bien, cette soirée du mariage, la femme n'est pas la tête couverte. Et cela est très aléatoire en fonction, encore une fois, de la volonté aussi de cette jeune femme qui a envie ou non de se couvrir la tête tout de suite le jour du mariage. Donc, il faut l'avoir en tête pour être bien conscient de la problématique. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment, et tous les khatanim que j'ai préparés au mariage étaient super insistants là-dessus, tu ne te mêles pas en tant que jeune homme, en tant que futur mari, tu ne te mêles pas de cette mitzvah qui incombe à la femme. C'est un postulat essentiel et fondamental. La question n'est pas de savoir, quand vous êtes marié, de savoir si votre femme va se couvrir la tête. La question est de savoir dans quel environnement, dans quelle structure, eh bien, votre couple a envie d'évoluer. Mitor, dans l'amour du Kodesh, dans l'amour, dans la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, avec une expression qui nécessite aussi le fait de se couvrir la tête, ou, encore une fois, dans une autre mesure. Mais donc, ça relève de quelque chose qui j'ai envie de dire, comme je dis, qui est derrière le Kisur Rosh. Ça, c'est le premier postulat, encore une fois, sur le soir du mariage. J'avance. Concernant la problématique de se couvrir la tête quand il n'y a que des femmes dans la maison. C'est-à-dire, sur cette question-là, la réponse est simple, il n'y a pas besoin de se couvrir la tête. On avance. Quand la jeune femme, elle est, comme vous le savez, dans une situation de nida, d'impureté à l'égard de son mari, elle est censée avoir la tête couverte tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est même pour dormir. Et qu'en réalité, le Kisui Roche, comme on dit, s'il tombe pendant la nuit, c'est pas grave. D'accord? Tout ce que je vous dis là, c'est selon, encore une fois, les indications de Mori Verabi Arav Zini. C'est-à-dire qu'il y a lieu de légitimer, il y a lieu
d'alléger selon certains décisionnaires, mais encore une fois, c'est ce que Maury, encore une fois, prône comment cela doit être géré. Concernant le fait d'avoir la tête couverte devant ses enfants, d'un point de vue strictement ilchatique, eh bien, quand les enfants sont petits, c'est pas forcément essentiel, c'est pas forcément dramatique. Par contre, dès qu'on a un fils qui commence à grandir, alors a priori, cela devrait être, légitime et judicieux de se couvrir la tête aussi, même dans un état de pureté, vis-à-vis de son fils qui est plus grand. Est-ce que toutes les femmes, d'accord, je finis juste ma phrase, Mechila Shmuel, est-ce que toutes les femmes, encore une fois, le font ou ne le font pas? Ça ne doit pas nous importer. On parle de l'idéal tel qu'il doit être, et en réalité, eh bien, on avance aussi progressivement sur ce sujet. Et je termine juste un point et je t'écoute, Shmuel. Il était évident que quand on fait une bracha, on a la tête couverte. Il était évident quand mon mari est en train d'étudier la Torah et que je suis devant lui qu'il a lieu d'avoir la tête couverte. Ça, c'est les points essentiels au niveau de la halakha. C'est évidemment une exigence qui n'est pas forcément évidente et qu'il faut aussi, encore une fois, appréhender, aborder avec beaucoup de patience. Je parle de la patience pour les maris et je parle, encore une fois, de cette volonté d'avancer une dynamique constante chez nos épouses. Maintenant, je t'écoute, Shmuel. Ken. Ken, je voulais vous demander, vous avez dit l'enfant par rapport à un fils quand il commence à grandir. J'aurais Ken. cru comprendre que le sujet il aurait été plus vis-à-vis d'avoir une fille qui commence à grandir. Parce que ça va être plus pour elle ensuite, le prénom, rééducation. Un garçon, bon, il va grandir et il va voir, quand il va sortir dans la rue, il va voir qu'il y a des femmes sur des cheveux, Nekuda. Non, mais ce n'est pas le problème. Entre filles, la question, elle n'est pas posée. Je ne vais pas Entre, vouloir plutôt me dire que vu que ma fille un jour elle va devoir le faire, alors que c'est important qu'elle voit que sa mère porte tout le temps qui souille. je te répète, la question, encore une fois, entre filles, elle n'est pas posée. La femme, elle voit. Tu sais, une de mes filles, ça m'a fait beaucoup rire quand elle était au GAN. Elle a voulu, je vais me déguiser en papa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ma kippa, elle s'est mise sur la tête. Et quand elle a voulu ressembler à maman, elle s'est mis un foulard. Je suis d'accord avec toi, mais en réalité, on n'oublie pas un détail, c'est que la question du Kissui Roche, elle ne relève encore une fois que d'une relation d'une femme à l'égard de son mari. Et on dit simplement que d'un point de vue de la pudeur, c'est là où on va commencer à toucher le vif du sujet, c'est qu'il y a deux dimensions essentielles. Il y a une dimension vis-à-vis de son mari et une dimension de tsniout et de hirat shamayim, n'est-ce pas? De pudeur et de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. C'est à ce titre-là que quand on a des garçons adolescents, alors il y aurait lieu, effectivement, et ce n'est pas, encore une fois, l'avis de tous les décisionnaires concernant ce point-là. Je comprends, Rav. Je suis moins inquiété à par la question de halakha. C'est surtout de comprendre le rayon qui est derrière. On va y arriver, on va Ça, c'est toucher. votre énoncrite. On va toucher au niveau, on va toucher au niveau de ça. Mais c'est pour ça que j'ai commencé d'abord, encore une fois, en abordant le cadre de halakha pour que le jeu soit clair par rapport à ça. On va commencer à aborder, Bezat Hashem, le ta'am, si je puis dire, de la mitzvah de Kissui Rosh, n'est-ce pas? Pour bien comprendre, encore une fois, ce à quoi il fait référence, auquel il retourne. Mais je me permets, dès à présent, de faire une remarque qui m'apparaît fondamentale. Rabotai, nous ne sommes pas musulmans. Et pourquoi c'est essentiel ce propos? Parce que c'est en aucune manière à cause de la faiblesse des hommes que la femme, elle se couvre la tête. En aucune manière. C'est pas de chez nous ce genre de réalité. Et il faut prendre cette idée et la jeter à la poubelle. Deuxième point. D'un point de vue strict de la halakha, l'idée c'est que la femme ait la tête couverte, qu'elle se couvre avec un foulard ou qu'elle se couvre avec une perruque. Je répète, pour ceux qui sont des élèves du Rav, ils savent ce que je vais dire maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. D'un point de vue strict de la halakha, ce n'est pas un problème.
de se couvrir avec un foulard ou de se couvrir avec une perruque. L'idée, c'est d'avoir la tête couverte. Cependant, je dis cependant avec un gros cependant, en tant qu'élève 2, j'adhère à cette idée, encore une fois, pleinement, sur l'idée qu'encore une fois, la perruque n'est pas de mise. La perruque n'est pas de mise pour plein de raisons. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'elle serait de mise? À part les Chabad qui voient dans la perruque ce qu'on appelle les Khatrila, un truc a priori, parce que la perruque couvre vraiment tous les cheveux, la plupart des décisionnaires ne voient pas la perruque comme étant a priori, mais ils voient une possibilité. Maintenant, dites-vous bien un détail. Quand on est en Chutz Laaretz, qui n'est pas notre cas, à une génération, il n'y a pas si longtemps que ça, toutes les femmes avaient un couvre-chef. Et dans la réalité, aujourd'hui, il n'y a pas, les femmes ne portent plus de couvre-chef, il est évident qu'une femme en public, dans la rue, à Paris, qui se couvre la tête avec un foulard ou un chapeau, ça n'amène pas l'effet escompté. Et dans ce cas précis, je comprends tout à fait l'idée de la perruque. Pour ceux qui sont francophones, en tous les cas qui ont des papiers même français, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas fait à l'époque, mais il s'avère que je peux faire une carte d'identité et ma femme aussi. Bon, moi, je suis né en France, mais ma femme, si elle veut faire une pièce d'identité puisqu'elle est mariée avec moi, alors, eh bien, il faut qu'elle fasse une photo. Qu'est-ce que ça veut dire, elle fasse la photo? Ça veut dire qu'elle doit enlever le foulard. Et alors, il y a le terrout qui a été dit, on va mettre une perruque pour le faire. Bon, on n'a pas de pièce d'identité. Je suis même pas paxé avec ma meuf. C'est pour vous dire. Aval, le fait est, c'est que effectivement, le cas échéant, alors il y a une loi en France, effectivement, on se couvre la tête, on met une perruque à la place. Mais il est certain que la perruque, encore une fois, n'est pas légitimée par bon nombre de Chachamim, dont Mori et Rabbi Arav Zeni. Cependant, pourquoi je suis aussi prudent là-dessus? Parce que j'ai une autre anecdote à vous raconter. Une personne qui a fait tchouva, peu importe dans quelle ville, elle a fait tchouva, et le rabbin en question leur a expliqué que la perruque, c'est une catastrophe, et qu'il ne faut surtout pas mettre la perruque, et c'est une honte, et machin, et en plus des cheveux vrais, pas vrais, de l'Inde, Avodazara, tout ce que vous voulez. Le mari, il est rentré à la maison, il a pris toutes les perruques de sa femme et les a brûlées. Et la femme, elle était en pleurs, elle n'avait aucun moyen de sortir de la maison puisqu'elle n'avait plus de perruque, et donc elle s'est mise à pleurer. Et le mari, au Hachem, tu es en train de nuire à la joie de notre couple parce que tu pleures, c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'insiste et je dis que cette mitzvah, elle incombe à la femme. Il y a des moyens tellement, évidemment, pédagogiques et stratégiques pour louer sa femme quand elle met le foulard parce que, encore une fois, et ça me paraît cohérent, c'est l'avis judicieux de la halakha tel que nous le recevons depuis Moreno Verabeno, mais, et là je me permets de dire entre guillemets un secret, quand votre femme, si jamais elle a un problème avec la question du foulard, eh bien, louez-la quand elle a un beau foulard. N'oubliez pas une seule seconde de dire combien cela, encore une fois, la rend encore plus belle. Mais il faut toujours avoir en tête que pour une femme, eh bien, ce n'est pas évident de coincer ses cheveux, d'empêcher ses cheveux, justement, même au niveau de la santé du cuir chevelu. Les cheveux ne voient pas la vitamine D, ne voient pas le soleil, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, cela nécessite une réflexion très importante sur, encore une fois, la question de Hirat Shamayim. Oui, quand on se couvre la tête, ça veut dire que notre cuir chevelu vit moins bien. Mais pourquoi le cuir chevelu? Pourquoi pas d'autres parties du corps qui devraient être, elles, recouvertes? D'accord? Ce sont des questions qu'on doit essayer de traiter ensemble. Commençons avec votre permission. Ça va, c'est clair ce que j'ai dit maintenant? Yofi. Alors commençons
avec le Rav Aviner dans son explication. Ataam chez Kisurot. Isha ou Kedel Ishmorota Mikvarim Zarim. Bevadai, Eino Matim le Kol Tnea Alacha. Il est évident que techniquement, quand on voit une femme avec un couvre-chef, alors automatiquement ça crée une distance. J'ai entendu dans certaines universités, dans une en particulier, qui est une université religieuse d'État à côté de Tel Aviv, dont je ne nommerai pas, qui a dit qu'il y a des femmes, elles ne se couvrent pas la tête de manière générale, mais quand elles rentrent à cette université de Ferra, pardon, voilà, eh bien, elles couvrent la tête. Pourquoi? Pour que les gens qui sont autour soient conscients qu'elle est mariée. Imkol HaKavod, ça donne un côté social à cette mitzvah qui ne mange en guerre. Sharei, mutar la, לפי רוב הפוסקים, גם פענוחית מהשיער שלה עצמה, שזה נראה ממש כמו השיער שלה. הנה, בבקשה. On a un certain nombre de décisionnaires ilchati qui autorisent pleinement une perruque faite de vrais cheveux, même des cheveux qui ont la même couleur que ses cheveux à elle, velo chasheshu, mishum maritain, sans aucun problème. באשר לשאלה איך פתאום שיער שלו היה ערווה, נהפך פתאום לערווה. La question, comment est-ce que du jour au lendemain, les cheveux d'une femme qui n'était pas problématique deviennent justement Giloui Herva, deviennent signe de nudité. Alors je sais, vous allez tout de suite m'objecter en me disant que les juifs yéménites, n'est-ce pas, les jeunes filles avaient l'habitude de se couvrir la tête déjà depuis l'âge de 3 ans. Ce n'est plus la halakha aujourd'hui en tous les cas. Donc il y a une question de pudeur qui est déjà évoquée bien avant le mariage. Mais en tous les cas, ce n'est pas la majorité, encore une fois, des décisionnaires et des membres du peuple. En tous les cas, ההסבר הוא, כפי שמסביר הגאון רבי משה פיינשטיין, שבאמת יש הבדל בין השיער לבין כל שאר חלקי הגוף. Le Rav Moshe Feinstein met en évidence qu'il y a une nuance essentielle entre les cheveux et le reste du corps. Pourquoi? Je vais me permettre une suggestion. Une femme, on sait que tous les bnot Israël, Baruch Hashem, elles sont belles, mais il est certain que malgré tout, la coiffe, la manière d'être coiffée, eh bien, elle influe énormément sur l'esthétique féminine. Comment je le sais? Parce que quand je vais chez le coiffeur, je paye 50 shekels. Et quand une femme va aller chez le coiffeur, ça va coûter au moins 2 fois plus cher. Donc, on sait pertinemment que la coiffe, que la manière d'être coiffée, elle a une importance. Une femme, Chaz v'chaïla, peut avoir peut-être un physique, excusez-moi, et je répète, les bnot d'Israël sont toutes belles ou un peu moins belles. Mais elles sont toutes belles. Archa, on peut avoir un physique un peu ingrat, il n'empêche que, à l'aide d'une coiffure à sa juste mesure, ça transforme le visage. On n'a pas cette réalité-là avec les autres membres du corps, comme c'est aussi explicite vis-à-vis justement de la coupe de cheveux. On ne parle pas évidemment des endroits intimes qui sont évidemment recouverts. Il faut toujours avoir en tête que tout ce qui est recouvert n'est pas signe de mépris, signe de bassesse, bien au contraire. Ce qui est recouvert, c'est parce que justement, ça a de la valeur. Vous prenez une œuvre d'art, vous la mettez en public, vous la mettez à la vue de tous, ça va pas attendre, ça va prendre quelques secondes pour que des malades écologistes, ils viennent et ils balancent de la sauce tomate sur l'œuvre d'art. À tel point qu'on va mettre l'œuvre d'art cachée derrière pour ne pas la voir en public, pour ne pas lui porter préjudice. Vous prenez un coffre de pièces d'or, vous le mettez sur la place publique et vous dites,
Attention, ça a beaucoup de valeur. Alors, comme Baruch Hashem en Eretz Israël, il n'y a pas de voleur, donc évidemment, personne ne va toucher le coffre d'or. Mais peut-être, il pourrait y avoir quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui aurait besoin d'acheter quelques siffrets Kodesh, alors il va prendre quelques pièces d'or. C'est-à-dire, comprenez la problématique. Asear bemauto et noerva. Il n'y a rien de problématique dans le cheveu en tant que tel. Chez Imken, gam neara revaka et tatricha lechasoto. Si le cheveu était problématique dès le départ, donc une jeune fille devrait le recouvrir. Et là, chez Chovat Akisui Oseota Erva. Mais puisqu'on doit le recouvrir, ça indique bien justement qu'il y a une valeur essentielle et différente avant et après le mariage. Tam Chovat Akisui ou Biglal Yofio. Comme je l'ai indiqué, la valeur encore une fois du cheveu après le mariage. Vezeu Yofi. Ashamur le Baala. Matanat Nisuin. Cela implique déjà, selon les propos du Raviner, un élément essentiel. La femme ne veut montrer les signes les plus avant-coureurs, les plus essentiels de sa beauté uniquement à son mari. Mais je vous en supplie, vous messieurs et vous mesdames, ne tombons pas dans l'autre extrémité, à savoir, je dois sortir dans la rue, habillé dans un sac patate et pas maquillé pour surtout pas montrer ma beauté aux autres hommes. C'est absolument pas ce qu'on vient de dire à l'instant. Au contraire. Ah, c'est marrant que vous dites ça parce que Bémet, j'ai mamache entendu ça qui mate dans ces mots-là cette semaine. Et je me suis retrouvé à parler de Tsniout. Et il y a une femme qui m'a dit, Aval, qu'est-ce que tu veux? Je sais plus comment, Erzit Galgel. Aval, elle m'a dit, si on respecte la halakha, alors on va les rendre comme des sacs à patates. Et ensuite, les maris, chas v'shalom, ils vont les regarder C'est pas ailleurs. vrai. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Et tu sais, ceux qui me connaissent le savent, nous avons 3 filles, au Hachem. Et une des choses que nous avons, je ne veux pas dire je m'enorgueillise, mais c'est une des choses sur lesquelles on est super pointilleux. Ce n'est pas parce que mes filles s'habillent, Baruch Hashem, avec pudeur, qu'elles n'ont pas des belles robes pour Shabbat et pour les fêtes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un grand privilège de manière générale. Et à Jérusalem, je n'en parle même pas des magasins qui existent, mais pas que là-bas, il y a d'autres à Netanya et d'autres endroits où on voit Baruch Hashem des robes qui sont des robes, des jupes qui sont fleuries, qui sont belles, qui sont esthétiques, et encore une fois, et qui n'enfreignent absolument pas la halakha. Au contraire, c'est une exigence, encore une fois, de respect de soi. De la même manière que sous prétexte que, j'aurais envie de te dire, comme on est un homme et qu'on n'a pas envie de séduire une autre femme que sa femme, bah, va en jogging. Pourquoi tu ne sors pas en pyjama? Ce genre de procédé est absolument ridicule. On dit simplement qu'il y a un signe essentiel de beauté que la femme veut montrer uniquement à son mari. Et j'aurais envie de te dire, et vice-versa. Et entre parenthèses, en préparant des khatanim depuis un certain nombre d'années, je peux t'assurer le nombre de garçons qu'il y a eu une transformation avant et après le mariage, c'est impressionnant. Disons que de manière générale, le nombre de garçons que j'ai connus israéliens et francophones, qui pouvaient porter le même t-shirt pendant une semaine et que quand ils se sont mariés, soudain, ils ont une chemise Baruch Hashem et Souderet. C'est là. Les trucs, a priori, on est censé apprendre dès le départ. Mais la femme, elle apporte une touche importante qui me colle à Kavod. Tu n'es plus un lycéen. C'est là. En tous les cas, il est certain qu'une femme, elle n'a pas évidemment de vêtements extravagants, de vêtements qui attirent l'œil. Et là, je me permets de rajouter et de rappeler que la problématique n'est pas de porter du rouge, mais encore une fois, selon l'avis de nos maîtres, elle n'est pas de porter du rouge, mais elle est de porter des couleurs affriolantes. On ne porte pas une robe jaune fluo.
Mais il y a une alternative au jaune fluo ou au noir et au gris et au marron foncé. Anaa minayofi azeh, shmura le baala. Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'on veut prendre, encore une fois, du plaisir. Du plaisir qui n'est pas un plaisir uniquement intime, mais un plaisir de parler avec son épouse. Et ça passe aussi par ce rapport esthétique. On connaît ce verset. Ayofi shelach, agilui, agalui, la kol, uma shebokia mi be'al etzmateh. La femme n'est évidemment pas une marchandise, mais on a un rapport aussi esthétique. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel, encore une fois, d'avoir un vêtement propre, d'avoir une bonne odeur? Imkol kavod, c'est pas que pour soi, c'est aussi dans mon rapport à l'autre. Et on ne peut pas réduire cela à néant. En l'occurrence, je répète, les cheveux sont un signe distinctif que la femme souhaite mettre en valeur pour son mari. עכשיו, לרב prend une anecdote. רקדנית שנעשתה בעלת תשובה, שהיה לה קשה לוותר על גילוי שערה היפה. כי שערה של האישה זו היא. Une danseuse. Une danseuse, elle est Baruch Hashem, elle a décidé de se rapprocher de la Torah, et ça lui était très difficile, eh bien, de recouvrir ses cheveux, qui pour elle, c'était l'essence même de son identité. Im Amra, אם אברהם אבינו עקד את בנו, אני יכולה לוותר על שערי. Nous sommes les enfants, n'est-ce pas, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si Abraham est capable de ligoter son fils, dit cette femme, je peux annuler eh bien, cette insistance à l'égard de mes cheveux. Mais vadaï, c'est tov lidrosh ta'ameh mitzvot. Ce que nous allons essayer de voir ensemble avec la suite, et c'est ce que déjà dit en exergue le Rav Aviner, on peut tout expliquer au niveau des mitzvot dans la mesure du possible. Mais la base essentielle, c'est pas moitié qui se roge, c'est pas demi qui se roge, c'est pas on se rase la tête. La base fondamentale de la mitzvah, le sens essentiel de la mitzvah de se couvrir la tête après le mariage, c'est une exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça commence, encore une fois, avec cette notion de vouloir montrer des signes distinctifs de sa beauté, de son esthétique à l'égard de son mari. Mais le deuxième sens essentiel de la mitzvah, qui j'aurais envie de dire est en réalité le premier, c'est la hirat shamayim. L'homme a le devoir, n'est-ce pas, d'avoir une kippa sur la tête en guise de réception, en guise de devoir de recevoir sur lui le joug divin. Grave. Ok. J'aimerais demander pourquoi vous avez dit comme quoi c'est une obligation d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment, tu vas me dire pourquoi, parce qu'à cause de la femme divorcée, c'est qui a parlé? C'est Eitan Vaknin, non? Ouais, non, non, je dis parce que de ce qui me semble de l'Agmara, etc., on dirait que c'est Dafka un Minag Israël, on appelle ça daté. À Non? partir du moment où le tam qui a été en général donné, c'est de dire qu'on a vu que quand une femme elle est divorcée ou quand elle est qu'elle est soupçonnée d'être une femme adultère, alors on lui dit elle se décoiffe la tête. Pour elle, Sarah. Alors, ça veut dire que a priori une femme qui est mariée, elle se couvre la tête. Quand tu dis Minag Israël, je ne suis pas d'accord avec ce terme parce que Minag Israël, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'implication d'abord et avant tout ilchatique. Et le fait qu'il y ait une exigence de la femme de se couvrir la tête est d'abord avant tout une exigence de ilchatique. Après la question de savoir est-ce que c'est des Rabbanan ou des Horaïta, ça peut être discuté. Ça peut être discuté. Mais il faut bien entendre dans le contexte, encore une fois, où cela s'adresse. Mais c'est ce qu'il te dit maintenant. Mais sauf shel davar, anu mekayem mitzvah, lo bigdal hatam hasichli, ki az
Enzo Udat, Enzo Avodat Hashem, et là, Avodat Hasechel. Tu vois que si le Rav Aviner utilise cette expression à l'égard de toutes les mitzvot, et en particulier de la mitzvah du Kisui Rosh, ça veut dire qu'il laisse entendre que d'abord et avant tout, Imkol Akavod, d'un sens pédagogique, d'un sens esthétique, d'un sens tout ce que tu veux, c'est d'abord l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch. Et là, Mi'avat Hashem. J'entends bien ce que tu me dis au niveau de la Gemara. Je m'attendais à cette remarque. Et c'est pour ça que les Chachamim se discutent, encore une fois, sur le sens, est-ce qu'on voit dans la Torah ou non, une femme qui s'est couverte à la tête ou non. Mais on voit bien qu'en réalité, Rivka, ne serait-ce que Rivka, n'est-ce pas? Eh bien, elle s'est couverte dès qu'elle a vu Yitzhak. N'est-ce pas? Juste avant de tomber de son chameau. Ça montre bien qu'il y a encore une fois un rapport très important à l'égard de cette valeur pudique. C'est là. Non, je demande parce que, je demandera parce que il y a par exemple certains rabbanim qui viendraient évoquer le fait que, étant donné que dans la Gemara, on appelle ça date yéhoudite, entre guillemets, qui venait mettre la différenciation ici entre les femmes juives et les femmes goyotes qui représentaient une certaine pritzout, etc. Alors aujourd'hui, dans un monde où le fait d'aller avec les cheveux découverts, ça ne représente pas la pritzout, alors il y a des rabbanim qui voudraient dire que Charles Hakel Arbé. Et alors que si on dit que c'est de Oraïta ou on fait des Rabbanan, alors là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas Natoun, la discussion des flals. Écoute, le Rav Yosef Messas, qui est l'exemple en général que les gens aiment beaucoup citer, le Rav Yosef Messas a fixé ce qu'il a dit en Algérie par rapport à la réalité dans laquelle il était, et lui-même va dire, d'abord il faut bien lire le psak là-bas dans le shoot shoot Maïm, j'ai oublié son nom. Ouais, bon, il a dit là-bas, et on voit bien que c'est pas si évident que ça. Mais avec tout le respect, évidemment, que nous avons pour le Rav Yosef Messas, nos maîtres sont en controverse. En réalité, ils ne sont pas réellement en controverse parce que quand le Rav Yosef Messas, il arrive en Israël et il est le Rav, n'est-ce pas, de Haïfa, quand le Rav Yosef Messas, il arrive en Israël, il dit il était important que je légitime cela en Chutz Laretz pour renouveler la valeur de cette mitzvah en Eretz Israël. Le problème, je vais te dire, c'est que, en réalité, sur le fond, je ne suis pas en train de dire qu'une femme qui a la tête couverte, elle est pudique, et qu'une femme qui a la tête découverte, alors automatiquement, elle est impudique. En revanche, parce que là, oui, évidemment, il y a une complexité que nous voyons. Mais il me paraît impératif, oui, et je l'assume, de dire qu'il y a une mitzvah de se couvrir la tête. En tous les cas, je ramène expressément plusieurs maîtres que tu vas voir dans 2 secondes, et on dirait, j'ai envie de dire, du panorama assez large des maîtres qui sont aujourd'hui reconnus concernant ce sujet. J'ai cité le Rav Winer, on va ramener le Rav Melamed, on va ramener le Rav Zvirimon, pour vous voyez un peu de complexité. Je me permettrai juste de rappeler un point avant d'avancer, que je n'ai pas encore évoqué, parce que ça ne paraissait pas essentiel de l'invoquer. Ken, exactement. Je me permettrai juste de rappeler un détail, la question de se raser la tête. Pas il faut avoir en tête que, et ce n'est pas qu'en Pologne, depuis déjà l'Inquisition, on parle de réalité malheureusement absolument affreuse et atroce du droit de cuissage, et qui faisait que la nuit de noces, eh bien malheureusement, la jeune femme ne la passait pas forcément avec son mari, le allez-nous, et que par conséquent, eh bien, elle se rasait la tête pour s'enlaidir un maximum, pour être éventuellement eh bien, délaissée par cet homme violent qui était le responsable dans la région là où il était. J'ai envie de dire, Baruch Hashem, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. À ma connaissance, à part une chassidoute, une certaine chassidoute, à ma connaissance, plus personne ne le fait aujourd'hui, mais ça peut exister encore. En tous les cas, c'était pratiqué que pendant la nuit de noces, et que après, ça repoussait.
mais il y a certaines femmes dans une certaine chassidoute qui poursuivent ce minag, qui me paraît absolument terrible, mais encore une fois, je n'ai pas été vérifié pour le voir, donc prenez ça avec des pincettes, ce que je viens de vous dire maintenant. Dans tous les cas, ça existe. Okay. Top. Le Rav et la Med, on va revenir. Top, c'est Arnaud, j'arrive à ta question. J'arrive à ta question. C'est en tous les cas, on dit clairement le Rav, Ahava shenatluya bedavar. Lo beshum lachatz chevrati, beshum ta'am sichli, ach acharei sheyesh ahavat Hashem, bevadai sheim lomdim ta'amim sichliyim, ze mosiv od yoter ahavat Hashem. Et c'est pour ça que je me permets de rapprocher ça de la question du Kisui Rosh, parce que justement, la base, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La femme veut suivre ce que Akadosh Baruch Hu lui dit. Pourquoi est-ce que justement on va légitimer ou non la perruque? Parce que justement on aime Akadosh Baruch Hu par le prisme du Rav qui est encore une fois l'épine dorsale de notre foyer. Effectivement, je peux tout à fait accepter que d'autres maîtres vont dire que la perruque est légitime, mais en ce qui nous concerne, la perruque n'est pas légitime. Et vous voyez bien encore une fois qu'ils est dans ce rapport d'amour à la Torah, et Hashem Tiraou, et les rabbins Talmidei Chachamim, d'approfondir, d'accroître le nombre de Talmidei Chachamim. Donc, dans le rapport que j'ai à l'égard de mon maître, eh bien, grâce à cela, ça entretient ce rapport authentique que j'ai à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, qui est d'abord et avant tout, je répète, c'est le rapport à Akadosh Baruch Hu et pas un rapport personnel, encore une fois, de ce que j'estime être légitime ou non, justifié ou pas justifié. Maintenant, concernant le Rav Melamed, parce que la question, elle me vient d'être posée, donc je suis obligé d'y répondre. Le Rav Melamed, aujourd'hui, est une personnalité qui qui continue et qui a fait un travail pédagogique très important à l'égard de toutes les maisons d'Israël. Il y a beaucoup de maisons en Israël, Baruch Hashem, aujourd'hui, qui ont ces pninei halakha, ces pépites de halakha qu'il a produites. Seulement, eh bien, il y a d'abord certaines choses qui demandent à être éclaircies, qui demandent à être vérifiées, qui ne sont pas toujours en accord avec tout ce que les maîtres disent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième détail, c'est que le Rav Melamed, eh bien, a eu malheureusement la démarche de rencontrer une femme qui se prétend rabbin, et en réalité, sous prétexte que justement d'autres grands maîtres, comme le Rav Avroum, par exemple, comme le Rav Avroum Shapira, qui avait rencontré certains réformés chez lui, alors le Rav Melamed, dans cette même idée de vouloir fédérer, de vouloir rencontrer, eh bien, des juifs de manière très diverse. Le seul problème, c'est que même si son intention, Rav Melamed, je veux le penser, elle est pure et elle est sincère, ce n'est pas l'intention de l'autre. Au contraire, ça lui permet d'avoir une légitimité au sein du peuple juif. Et on sait très bien, encore une fois, que le mouvement libéral réformé n'a aucune légitimité dans le peuple juif. J'ai des discussions toutes les semaines quand je vais, et avec beaucoup d'humour et beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse, eh bien, j'ai des discussions tous les mardis quand je monte à Jérusalem et que c'est dans un endroit qui est haredi, encore une fois, dans sa manière d'être. Et malgré tout, j'ai envie de dire, je fais partie du minyan. D'accord? Ça veut dire que vous avez une discussion, encore une fois, vous avez des courants de pensée, vous avez des contradictions, mais face à un juif avec un streimel, avec une kippa, srouga, shrora, noir, ce que vous voulez, on a un postulat qui est fondamental, c'est que la Torah, elle est immuable, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. À partir du moment où nous rencontrons une femme qui se prétend pseudo-rabbin, qui vient en plus nous expliquer et nous parler comme si nous avions un dialogue à égal, non, cela n'est pas envisageable. Ça, c'est un problème dramatique qu'il a engrangé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus perplexe à l'égard de, encore une fois, sa démarche. Et je me permets, à titre personnel, de dire un autre point, un ouvrage qui est sorti concernant le juif traditionnaliste. Eh bien, quand on était juif traditionnaliste, parce que c'est pas un mouvement, mais c'est des gens qui étaient comme ça, eh bien, on savait pertinemment qu'on n'était pas un idéal en soi. N'est-ce pas? Il y avait les juifs qui étaient les vrais religieux, et nous, on essaie de faire, pour ceux qui étaient dans cette dimension-là, on essaie de faire ce qu'on veut un peu plus, on fait des combinaisons, surtout dans le monde séfarade, ça existe. Sauf que malheureusement, est sorti un livre qui s'appelle Massoret Israël,
et qui en réalité est là pour essayer de donner une réponse à des juifs qui sont traditionnalistes. Dès qu'on transforme une réalité qui était a posteriori en réalité qui devient a priori, alors on assiste à un problème et à un drame colossal parce que ça enferme un juif qui est dans une dynamique constante, dans une réalité, encore une fois, qui est malheureusement figée. Et puis, dernier point, concernant ce qu'il a légitimé dans l'intimité d'un couple, eh bien, cela, effectivement, laisse la libre imagination à des réalités, encore une fois, qui sont très problématiques parce qu'effectivement, dans l'intimité, eh bien, on a aussi, encore une fois de plus, de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Il n'en demeure pas moins que justement, c'est pour ça que je l'ai ramené malgré tout, pour vous montrer encore une fois un éclectisme au niveau de ces maîtres qui se sont penchés sur la question. D'accord? Adkan, j'ai répondu concernant ce Rav tout à fait honorable, qui est le Rav Melamed, qui, en tous les cas, est en décalage, évidemment, aussi avec son père, le Rav Zalman. Peu importe. כדי להסביר את העם של הכיסוי ראש לנשים יש להקדים. עניינה של הצניעות אינו לחנוק. הנה, pour reprendre la remarque de Shmuel, qui nous dit tout à l'heure. Parler de le kisui roche n'est pas enfermer, ce n'est pas étrangler la femme, encore une fois, dans un sac à patates. L'achnok et ayofi agashmi vetahava ativit. Et là, on veut révéler la valeur de cette pudeur. Tachlita shel hatzniut la'afor et ayofi ve'ahava ativit et davar ba'al mashmaout amuka venitzchit. On veut justement mettre en évidence la grandeur, la valeur d'être une femme pudique, d'être une femme mariée. Il y avait une fois un article qui avait été écrit en français sur nos pauvres filles d'Éden, en parlant des femmes juives, qui les pauvres, elles se couvrent la tête après le mariage. J'ai montré ça à ma femme, ça l'a beaucoup fait rire. Le privilège, le mérite de se couvrir la tête, le mérite d'être une femme à Keret Bait. On l'a expliqué quand on a fait nos différents cours sur le lien justement de la valeur exceptionnelle de la femme. Ce rapport à la pudeur n'est pas un rapport a posteriori, bien au contraire. Au contraire, je suis rattaché à ma femme dans sa beauté, dans sa pureté. D'autant plus, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle justement de Sheker Rachel Ve'evel Yofi, celui qui se marie justement avec sa femme en espérant que ça va être le grand mannequin de tous les temps. Yofi. Et quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, qu'est-ce qui se passe? J'avais entendu une fois une boutade qui m'a fait beaucoup rire du Rav Sitruk, que sur le Yofi, le Yud qui devient Dalet, le Yud, avec les années, ça fond. Le Yud, il devient un Dalet. On passe de Yofi à Dofi. On passe de réalité, de cette beauté pimpante et jeune, à une beauté ailleurs, à 70 ans. C'est la solution, c'est Sarah Emenu qui dit mon mari, il est vieux. Moi, je suis jeune, mais lui, il est vieux. C'est exactement cette problématique-là. On ne veut pas s'attacher à un rapport uniquement extérieur de cette notion de pudeur et d'esthétique. Ba'alacha, Bekova Gedretzniu. Elle fixe justement ces limites de la pudeur. Chez Machichim Otanu Lassim et Adagesh, à la Tzad Aruchani va Nafshi chez Be'ava. Une femme ne se couvre pas la tête parce que, encore une fois, c'est une tentation pour les hommes, Chazé Shalom. C'est un signe de respect, c'est un signe de valeur. Est-ce qu'une femme est plus respectueuse? Prenons autre chose que la problématique du Kisui Rosh. Est-ce qu'une femme est plus respectueuse quand elle a mis Mechila du terme, quand elle a mis une mini-jupe ou quand elle est habillée de manière justement avec un vêtement digne de ce nom? Quand je dis digne de ce nom, évidemment, c'est une jupe ou une robe, en tout cas un vêtement long. C'est toute la problématique. Face parfois à une telle dépravation, quand on a grandi dans un pays occidental comme la France, face à une telle dépravation, il est évident que la baya se crée exactement cette réaction inverse. Ce n'est pas notre propos ici.
On veut justement donner une valeur, reconnaître la valeur essentielle à cette femme. Et c'est grâce justement, encore une fois, à cette reconnaissance de la beauté intérieure, spirituelle, cette pudeur, encore une fois, qui l'honore, mitorkar. C'est grâce à cela que mitgale ayofi ativi aritzoni bemlo adarato. Combien de fois j'ai eu l'occasion, quand j'ai fait un cours sur la pudeur, combien de fois j'ai eu l'occasion, si jamais on avait, excusez-moi encore une fois de faire ce référent, mais si la pudeur, elle commençait uniquement dans mon rapport à l'autre, alors ça voudrait dire que chez moi, je peux me promener comme je veux. Avalouvda, qu'à la maison, j'ai aussi une exigence de me promener de me promener chez moi avec une tenue digne de ce nom. Et que non, je ne me promène pas dans la salle dans le salon comme je suis dans la salle de bain. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. Ça montre bien que ce rapport à la pudeur ne commence pas à l'extérieur, il commence de moi vis-à-vis de moi-même. Arshav, kol isha, tzricha lishmor al tzniuta. Chaque femme, elle, encore une fois, se préserve. Oulam, isha nisua, mechuyevet bechar kiflaim. Elle a d'autant plus, encore une fois, de valeur. Vous allez avoir les mêmes exigences à l'égard d'un enfant et à l'égard d'un garçon qui est bar mitzvah, ou évidemment que non. Une femme qui accède à son accomplissement en tant que femme mariée a d'autres exigences. Est-ce qu'un jeune homme, Imkola Kavod, qui dort chez son meilleur ami, puis le lendemain qui va dormir ailleurs, Imkola Kavod, quand il est marié, il doit rentrer à la maison? Il y a d'autres responsabilités. Il y a d'autres réalités. משום שכאמור האהבה אינה דבר חיצוני, שניתן מיד לממש אותו, אלא ישנם רבדים של אהבה. On avait fait un cours sur l'amour et montré qu'il y a différents niveaux, encore une fois, de compréhension quand on parle de cette notion d'amour. Et c'est différent si on parle de Eros, si on parle de Agapé, toutes ces notions-là, allez revoir le cours qu'on avait fait, on avait montré ces nuances. Mais Kechol Shahada, mais Futach Yoter, pris un nafshi beruchani. On est plus ouvert, on est plus mûr. Un enfant de 9 ans ne traverse pas la route tout seul. Un enfant de 15 ans traverse la route tout seul. Donc, il y a plus de responsabilités, il y a plus de valeur, mais il y a plus de danger aussi. Ce qui est vrai physiquement est aussi vrai spirituellement. Car lagia leomka pnimim, lamakim pnimim, yoter shel ahava. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour un enfant? Qu'est-ce que c'est que l'amour pour un adulte? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et quand je parle d'enfant, je réitère ce que j'ai dit. Pour un enfant, physiquement, mais aussi spirituellement, et pour un adulte, spirituellement accompli. Malheureusement, quand ces notions-là, elles démarrent par l'extérieur plutôt que de l'intérieur, alors quelque part, on a souillé cette valeur de la pudeur. Comme j'ai souvent rappelé dans un autre sujet, j'ai cessé de m'habiller en, si je puis dire, en short ou en jean il y a déjà quelques années parce que je me suis senti mal à l'aise avec cela. Pas parce qu'on m'a dit, fais attention comment tu t'habilles. Ah, Ken. du coup, juste pour être sûr que je suis bien ce que vous dites, c'est-à-dire que selon ce qu'on est en train d'apprendre, toutes les femmes à chef de Chougim, plus Kharedin, avec plus noir, machin, il n'y a aucun ilouï au Khumra, au Hadjifout, baiser, qu'elles vont s'habiller tout en noir, tout qu'on a chaud pour elles quand on les voit. En chouminyan, kazé. Le cours est enregistré. Ça, j'avais oublié. Mais oui, je ne suis pas féru de cela. Mais elles ont pris sur elles. De manière générale, je disais, Femme, elle serait les chauffe, les Je ne pense pas. Je ne pense Ok. pas. Tu sais, j'ai entendu le Rav Shmuel Eliyahu qui a fait une remarque. Je l'ai entendu, ça ne même pas, c'est pas en deuxième cli, je l'ai entendu mamage. Il y a eu un épisode absolument douloureux de à côté de Jérusalem, de ces femmes qui ont pris sur elles une extrême pudeur, et on a découvert beaucoup de problèmes dans ces foyers. D'accord? Bah, je ne suis pas étonné. Quand tu vas dans une extrémité, pour reprendre le Rambam, quand tu vas dans un extrémisme d'un côté, si c'est éventuellement pour réparer une réalité, eh bien,
dans l'optique de revenir à une situation médiane, alors c'est une bonne chose. Mais si on prend cette situation extrémiste comme étant l'idéal en tant que tel, ça me paraît absolument terrible. D'accord? Après, encore une fois, je te dis, ça dépend, chacun va suivre son rêve. Il est certain que quand on parle justement des questions de pudeur, j'ai souvent raconté cette anecdote que ma fille, quand elle était un peu plus jeune, elle aimait bien cette idée des pantalons larges et des pantalons Aladdin, comme on dit en ça. Et alors, elle nous a dit, mais elle a vu que le Raviner, il autorise. Alors, on lui a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux suivre le Raviner sur le pantalon Aladdin, En Shumbaya, mais alors tu prends toutes les lois toutes les lois Bichlal, et en particulier toutes les lois de la pudeur du Raviner. Et quand elle a vu ce que ça implique, elle a dit non, 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 c'est bon, je suis Ravzin, c'est bon. Voilà. Pourquoi? Parce que le Raviner, il a aussi des propos qui sont très durs pour une jeune fille dans la manière de s'habiller ou dans la manière d'entretenir sa notion de pudeur. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, la voie médiane, c'est-à-dire, malgré les déboires de part et d'autre, d'essayer de garder, encore une fois, un certain équilibre. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Attends, encore une fois, je vais essayer. Quand même, c'est rare. Non, finissez. Je voulais juste dire que il faut bien entendre que il y a une époque où pas toutes les femmes se couvraient la tête. D'accord? Ou en tout cas, elles n'avaient pas forcément un couvre-chef totalement accompli, mais ça appartient à une autre génération. Aujourd'hui, on est dans une génération où ça a été souvent significatif du rapport qu'on entretient à l'égard de la Torah, si la femme se couvre la tête en partie, à moitié, ou pas du tout. D'accord? Donc, on n'est pas là pour maintenant essayer de porter un jugement sur toutes ces femmes qui ont un couvre-chef de telle manière ou telle manière. Mon objectif est clair, c'est d'essayer d'aborder ensemble le sens de ce qui se roche et peut-être, si on arrive, Baruch Hashem, à permettre à nos femmes qui, encore une fois, nécessitent aussi cela, eh bien, de se renforcer dans la confiance, dans la valeur du Kessu Roche, j'aurais dit, j'ai gagné. D'accord? Ken Yosef. Je voulais juste dire, le problème que vous voyez dans ces femmes-là, c'est que le fait que tout simplement elles suivent une sorte de mode obligatoire dans l'endroit où elles se trouvent, est-ce que c'est ça ou peut-être même voilà, le fait qu'elles s'habillent tout le temps en noir et comme on a dit, pas forcément c'est obligé et qu'au final, à Philou même, ça impose au mari et à la famille qui est autour d'elle. C'est ça le problème. Ça veut dire, si maintenant je parle d'une femme et avec son mari et sa famille qui se construisent en même temps, et qu'au final, elle arrive à cette Nekuda-là où, Bémet, elle fait attention, mamash, à chaque Nekuda, comme il a dit Shmuel, mamash, elle fait attention de se couvrir, mamash, pratiquement tout le corps. Ok, ce serait quoi le problème? Au contraire, je pense que ce serait. C'est une marque. Quand c'est un choix de sa part à elle. Ah voilà, donc ça veut dire ce qui vous dérange, c'est que c'est quelque chose de. C'est devenu d'abord, c'est quelque chose d'imposé. C'est devenu une mode. C'est pas que c'est venu d'en bas, enfin, je veux dire d'en bas, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est que tout simplement les gens ont fixé que c'était la norme. Et que. Mais je pense que cette norme, elle est infinie. Je pense malheureusement qu'à côté de ça, cette norme, elle est illimitée et qu'à mes yeux, elle est aussi problématique. Je pense que, très honnêtement, j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes, de grands maîtres, et je n'ai pas senti une seule seconde qu'elles étaient impudiques. Et pourtant, une des femmes de maître qui est connue, à part la femme du Rosh Shiva, Kamouvan, mais mais même la femme du Ramon de Chaliaou, elle est pas du tout, elle manque pas du tout de pudeur et elle n'a pas forcément habillé dans un ton ou dans un style qui n'est pas encore une fois et respectueux. Et je répète encore une fois, ça dépend aussi de l'âge de la jeune fille. Imkola Kavod,
quand on a une femme, Baruch Hashem, qui est quand même jeune, j'estime que entre 20 et 50 ans, c'est déjà qui sont encore jeunes, il est tout à fait normal de s'habiller, encore une fois, dans un certain style. Et d'autant plus qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est à une génération aujourd'hui où, Baruch Hashem, on a ce privilège. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, un peu coupé, mais on vous entend. Vous m'entendez là? Là, oui. Voilà. Je dis que, excusez-moi, je dis simplement qu'on est aussi dans une génération, Baruch Hashem, où on a ce privilège d'avoir des magasins qui proposent des vêtements tout à fait soyeux, tout à fait agréables pour nos filles et pour nos épouses. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait négligeable. Au contraire, nous voulons une évolution de cette esthétique qui ne soit pas, encore une fois, je répète, dans une dimension de stress ou dans une dimension négative à l'égard du vêtement. Si on a un devoir, chacun selon son budget évidemment, mais si à la base on a un devoir, surtout pendant les jours de fête, d'acheter des bijoux et d'acheter des robes pour son épouse, et m'kola kavod, si en réalité ce n'était pas si important que cela que notre épouse puisse bien, développer cette esthétique, dans ce cas-là, on n'aurait pas une mitzvah de s'investir là-dessus. Et pourtant, c'est évoqué. D'accord? Je dis simplement qu'il faut bien entendre qu'encore une fois, cela dépend de la dimension spirituelle de cette femme, mais je dis aussi qu'elle ne peut pas vivre en stress permanent de dire je ne suis pas à la hauteur de la pudeur. Non, foutez-lui la paix. Vous êtes marié avec une épouse, vous avez confiance en elle, dans son jugement, dans son appréciation, et encore une fois, dans sa hirat shamayim qu'elle a. Il ne peut pas y avoir un mari qui est à côté qui dit « Oh, ma femme, tu n'es pas très pudique aujourd'hui. » Mais Chas Shalom. D'accord? Et je dis par contre que le rapport à la perruque au foulard, il est souvent social. Il y a des femmes qui préfèrent mettre la perruque parce qu'elles sont dans un environnement où on met la perruque. Ken. Raph, j'aurais voulu demander une question par Bravo. rapport au fait que finalement, la tsniout, elle vient. Alors, vous avez dit que c'est pas par rapport aux hommes, etc. Mais oui, ça vient représenter finalement une certaine tsniout. Alors, D'accord. alors, euh, alors oui, on est obligé de regarder ça face au monde qui nous entoure. Pas forcément par rapport au regard des gens, mais oui, face au niveau de pretsout qu'il y a dans le monde. Et moi, souvent, dans les livres des fois de biographie des Chachamim, etc., souvent, ils mettent des photos où on peut voir, comme vous avez dit, voilà, comme la femme je ne sais pas quel rabbin vous avez cité exactement, que en effet, oui, on voit que la femme, elle n'est pas forcément dans les critères qu'aujourd'hui la société, elle aurait fixé comme le top du top, mais que finalement, c'était les femmes des Gdolé Israël qui étaient habillées comme ça. Et encore plus dans les Chachmé Sfaradim, Maintenant, aujourd'hui, dans une société où finalement les critères de la tsniout aux yeux des gens, ils sont très élevés, alors est-ce que oui, et à l'inverse, aussi à combien finalement le manque de tsniout, il est grand, alors est-ce que oui, il faut pousser sa femme à l'idéal le plus poussé, pas par rapport au khumrot du noir ou pas du noir, mais de, oui, entre guillemets, l'ishov et les dagdek, finalement, dans des détails que peut-être il y a 60 ans, personne n'aurait trouvé ça important. C'est-à-dire aujourd'hui, une femme qui ne va pas mettre un décolleté, bien sûr, mais que elle va pas mettre un truc maintenant qui monte jusqu'au début du cou. Est-ce que quelqu'un, il doit pousser sa femme à finalement porter attention à des choses comme ça, là où finalement le monde qui nous entoure, il met l'accent sur les choses de ce style. Parce que tu me demandes mon avis, et ce que je te dis, encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense que ce n'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Je pense que ce n'est pas sur ce point-là qu'il faut mettre l'accent. Je pense qu'au contraire, il faut renforcer sur, je répète, la Havat Hashem, la crainte révérentielle vers Akadosh Baruch Hu, et il y a une résultante de ça. Et je ne pense pas qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Au contraire, il faut garder une certaine légèreté, même dans un monde qui n'est pas léger. Parce que sinon, on va se tourner en bourrique. Je pense qu'il faut arriver à ça. Je pense que si on est à un stade où en réalité, j'avais fait un cours là-dessus, je pense que si on est à un stade où si je parle à ton épouse et que je lui dis Shabbat Shalom, ou que je lui dis bonjour, ou que je lui demande où est la rue machin, ça s'appelle l'Arbot Sicha avec ta femme,
je suis navré, mais si on est arrivé à ce stade-là, on est des malades mentaux. Rav, je profite là, obligé de Mechila. Il y a beaucoup cette troucha derrière Agav, que c'est de pas se parler. Bah, je suis navré, mais toutes les épouses que j'ai eu le privilège de rencontrer, et quand je fais le cours Baruch Hashem, une fois par mois avec certaines de vos épouses, pas une seule seconde, comment dirais-je, j'imagine la femme que j'ai en face de moi, sinon en étant la femme d'eux. J'en ai vraiment honte. Je veux dire, il y a Yosef qui est là, son épouse, elle vient au cours, elle pourrait témoigner, notamment. Mais combien de fois je parle à des femmes dans ce cours et que dans ma tête, j'ai en face de moi la femme d'eux. Et pas une femme, c'est la femme d'eux. D'accord? Et je trouve que c'est ce qui doit être cohérent, c'est ce qui doit être logique, encore une fois. Et pas la femme d'eux, comme si c'était la propriété d'eux, mais dans le sens où c'est une entité. Je pense que c'est important de renvoyer Samuel vers le cours. Sur l'arbre de Sikha, Ken. Ken. C'est ce que, Le garçon avec le garçon et la femme avec la femme, parce que je pense qu'il nous a un peu mal compris. Il a voulu. Faut pas me comprendre de travers non plus. Je parle pas de ça. Je parle pas de parler. Je parle de qu'une personne elle va se croiser, qu'elle va avoir besoin de quelque chose dans mes Shanema. Et il va se dire, bon, bah tant pis, je me débrouille. Et Non. Mechila qui Je pense que avec le- non. Il a raison. Va revoir le cours que j'ai dit sur parler abondamment avec une femme et avec la femme de l'autre. J'ai fait un cours là-dessus, Bezrat Hashem. Donc, reprenons. En tous les cas, donc Ahava, on voit bien que l'Ahava shel mi sheino kashur leklalei tzniut, היא בדרך כלל אהבה קצרה, שרק היופי הפרוץ והתאווה החיצונית מחזיקים אותה. C'est une réalité malheureusement que nous connaissons pour reprendre la pritsout un petit peu qui existe. On voit bien ce qui se passe. Quand le rapport, encore une fois, d'amour n'est pas intimement rattaché à la pudeur, alors ce qui est le cas malheureusement, en général, c'est toujours rattaché à quelque chose de profondément bas et de pas du tout élevé. Alors que justement, on prend ce rapport-là de manière très sérieuse. Mais il y a une âme et l'arzik Mahamad, l'horaire shanim. Et ça ne peut pas tenir encore une fois longtemps. De la même manière, encore une fois, que les signes extérieurs, physiques d'affection à l'égard de son épouse, eh bien, quand je dis extérieur, c'est-à-dire en public, ne viennent pas témoigner de la profondeur du lien qui relie cet homme à cette femme et vice-versa. Là encore une fois, on voit l'importance là aussi de la pudeur. Mais puisque c'est le problème malheureusement, quand ce lien est, que Dieu préserve, mais vous cessez aliofi et signon chitsoni. On n'est pas en train de dire il faut mépriser le rapport extérieur pour privilégier l'intérieur, mais on ne dit pas non plus de mettre tout l'accent sur l'extérieur en disant comme ma femme elle est bien habillée, donc je l'aime. D'accord? Évidemment, ça ne va pas comme ça. Miyad, shemagim le-eize, si metrila ashkia shel ahava. Je répète, si on a un rapport à l'égard de son épouse comme étant, encore une fois, un mannequin. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit une fois, eh bien, je suis sorti avec une fille, eh bien, j'ai vu qu'elle était belle et j'étais content parce que ça fera un vrai style devant mes copains. Bah, je suis navré, mais non. C'est pas censé être l'option envoyée. Je sais, Tzadik. Juste, on finit le Rav, on terminera la prochaine fois. Juste terminons le Rav Melamed ensemble, si vous me permettez, et on fera le Rav Rimon la prochaine fois. Regardez ensemble. C'est Ouré, Kama Pamim, Machlifim Sarkanim Proutzim et Bnot Zugam. On voit des acteurs, ils se marient genre avec les plus belles femmes du monde et ça ne marche pas. On voit bien ce rapport extérieur, encore une fois, qui est absolument dramatique. Mi shemadrich et chayav, al pi klalat tznim al-chatiyim, mudrach להתייחס לצדדים הגופניים ביראה בחרדת קודש. La crainte révérentielle et être animé par la sainteté ne veut pas dire le mépris. Je reprends ce que j'ai dit. L'avoir un beau vêtement ne veut pas dire qu'on est méprisant à l'égard de l'intérieur. Puisque justement, on n'a pas dit d'acheter des robes stam, on va mettre de la manière qu'on va mettre un beau vêtement en l'honneur de la fête. Donc, ça a un sens.
c'est dans le sens de l'amour du Kodesh. Et le lien qui rappelle, je vous rappelle, le lien qui vous rattache, vous et votre épouse, eh bien, est d'abord fondé sur la Gdusha. Donc oui, c'est important. Et là, encore une fois, le signe de beauté passant par le cuir chevelu est essentiel. Le mariage n'est pas la fin de l'amour. Le mariage, c'est justement la mise en valeur de ce lien indéfectible qui vous rattache l'un à l'autre. La reine d'Avka Ishanesua tricha lakpid beyater set al tzniuta. C'est pour ça que c'est d'autant plus important la pudeur encore après le mariage. Ça a une autre valeur. Et pour reprendre la question de Shmuel, c'est aussi pour cela que cela a de la valeur devant justement le jeune fils. Et on connaît cette histoire de cette femme qui se couvrait la tête, encore une fois, donc qui a amené la poussette au Beth Midrash et que son fils est devenu un grand Talmid Chacham. N'est-ce pas? C'est exactement ce rapport-là. Entre elle et son mari. Au contraire, quand la femme va se découvrir la tête, eh bien, c'est se découvrir quelque part, encore une fois, vis-à-vis de son mari. Et ça, j'ai mis encore beaucoup à dire. Je pensais qu'on aurait fait ça en une fois, mais tant mieux, c'est bien que si vous avez des remarques et des questions, ça permet de dynamiser cette étude, Baruch Hashem. Alors, on poursuivra Bezrat Hashem la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? J'ai pas entendu. S'il y a des questions, je vous écoute. Il y en aura peut-être une dernière question. Comment est-ce que on va mettre ça ailleurs le gvoul entre en étant dans la halakha dans tous les cas entre qu'une femme elle peut sortir et pas sentir que c'est un sac à patates et quelque chose qui va être l'Ichora mais vers la gvoul le gvoul et mim tsayer auto bichlal. Je veux pas utiliser une règle avec des centimètres. Je me refuse à faire cela. Zéro Kavana, c'est que Stam, vous avez dit en rigolant, le jaune fluo, il est Mougzam, avec les autres couleurs, non. Il y a une couleur qui attire l'œil. Il y a une couleur qui attire l'œil. On peut avoir une couleur qui est sobre sans attirer l'œil. Le rouge en tant que tel, ainsi que l'enseigne le Rav, le rouge en tant que tel n'est pas une problématique. Ce qui est problématique, c'est un rouge criard. Une couleur, encore une fois, qui attire l'œil. Une femme, elle n'a pas envie d'attirer l'œil. C'est clair la nuance? Ouais, plus ou moins. En fait, je pense surtout qu'il faudrait qu'il y ait un rabbinite qui leur explique une fois. Ça, après, il faut voir effectivement avec la rabbinite, voir au niveau de ces nuances. Mais le point essentiel, il est, encore une fois, la trame essentielle, c'est ce que j'ai soulevé aujourd'hui. Ce qui est important, encore une fois, elle apprend, effectivement, c'est un réapprentissage des couleurs qui sont criardes, des couleurs qui sont pastels. Encore une fois, c'est aussi un rapport esthétique et des choses qui existent, qui se font. C'est ça? Top, on va reprendre Bezrat Hashem la prochaine fois sur ce sujet. Et en attendant, je vous dis Hatima Tova, Bezrat Hashem et Bessorot Tovot. On se reverra, je suppose, après Sukkot. Et vous êtes conviés à participer au cours de Sukkot, si vous voulez, Bezrat Hashem, à Akko ou en Zoom. Shalom! Vous m'entendez, Rav? Ouais. Ah, mais j'avais juste une petite question. Sauf la tsniout, genre, c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour le mari, genre. Les deux. Ok. C'est ça. La tsniout, c'est par rapport à Akadosh Baruch Hu. L'esthétique, c'est par rapport à son mari. Mais on se couvre la tête vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis de son mari. Shavua Tov, Bessorot Tovot.